Quand l'un de vous, très chers abonnés, comprend mon cerveau et me propose ça, je sais dès lors que je suis en train de construire une communauté de fous furieux aussi fêlés que moi et qui sont prêts à me suivre et à accrocher aux concepts les plus farfelus de mon esprit malade. Et franchement, ça me réchauffe le cœur. Car quand vous vous abonnez à moi, c'est que vous avez la vision de la folie furieuse, comme moi, et qu'on s'en fout de ce que pensent les gens. On est ici pour kiffer et je compte bien vous le rendre au fur et à mesure. C'est ma première vidéo que vous m'inspirez. Rose Nikaku, c'est pour toi gamin. Car d'un côté, on a Sangoku de Dragon Ball, le grand frère des shonen modernes, la figure emblématique de Dragon Ball, la personnification shonenesque de Son Wukong, qui méritera d'ailleurs une vidéo dédiée, dites-le moi en commentaire. Le Saiyan qui a transcendé sa condition de guerrier pour devenir une force de la nature. L'homme qui a combattu des dieux destructeurs, qui a secoué des univers entiers d'un simple échange de coups de poing et qui continue, à cette heure, à découvrir de nouveaux sommets de puissance qui défient l'entendement. Face à lui, notre challenger des années 2020, la coqueluche des bandeurs de flow à l'état pur, Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen, j'arrête de déconner, Jujutsu Kaisen, œuvre considérée par l'internet mondial comme étant le petit frère spirituel d'Hunter x Hunter, rivalisant avec les talents d'écriture de Togashi à son prime, rien que ça. Le détenteur du sixième œil et de l'infini, l'homme qui a révolutionné la sorcellerie moderne, celui qui peut littéralement créer un espace infini entre lui et n'importe quelle attaque, l'être qui bouleverse l'équilibre des forces lui-même par sa simple existence. Deux hommes qui incarnent à eux seuls la définition absolue du pouvoir dans leur univers respectif. Un guerrier qui dépasse les dieux, qui transforme chaque bataille en festival de puissance destructrice et qui depuis 40 ans ne cesse de repousser des limites de l'impossible. Et de l'autre, un homme qui contrôle littéralement l'infini, qui manipule l'espace et le temps comme vous manipulez de la pâte à modeler et qui, comme tout le monde qui a un peu de bon sens le sait, est le plus fort. Et non, ce n'est pas juste Saiyan contre sorcier, c'est carrément la collusion frontale entre deux philosophies du pouvoir absolu. D'un côté, Sangoku, l'idiot savant qui transforme chaque combat en cours de perfectionnement personnel, et de l'autre, Satoru Gojo, l'arrogant génie qui nous confronte à nos propres imperfections. Deux philosophies du pouvoir absolu qui s'affrontent dans un clash de titans. Bienvenue sur Otascream, la chaîne qui décrypte, décortique, dissèque les univers de fiction préférés de tes univers de fiction préférés. Et aujourd'hui, avec la précision d'un chirurgien et la passion d'un fan inconditionnel, on s'attaque à la question qui enflamme moi et mon cœur de fan. Qui gagnerait vraiment entre Sangoku de Dragon Ball et Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen? Ok, commençons par le commencement. Goku n'est pas né puissant, il l'est devenu. Envoyé sur Terre comme un bébé Saiyan de classe inférieure, il avait un niveau de puissance dérisoire comparé aux élites de sa race. Mais c'est justement cette modestie de départ qui a forgé son caractère et sa soif inexorable et inextinguible de dépassement. Car quand on analyse l'évolution de Goku depuis Dragon Ball, on réalise à quel point sa progression défie toute logique mathématique. Du petit garçon à queue de singe au super guerrier aux cheveux argentés de l'ultra instinct, ce mec a littéralement redéfini le concept de toujours plus fort à un point que même les dieux s'inclinent devant lui. Observez et regardez où je veux en venir. Durant l'arc Saiyan, son niveau de puissance était à peine de 8000 unités et aujourd'hui, en ultra instinct maîtrisé, nous parlons de niveaux qui transcendent littéralement les concepts de mesure métrique traditionnels du shonen. Son parcours est une escalade de transformation qui défie toute logique. Du Kaioken au Super Saiyan 1, 2, 3 et même 4 en incluant GT, puis au Super Saiyan Gold, Blue et maintenant Ultra Instinct, ce mec n'a jamais cessé d'évoluer et ça force le respect. Tiens, l'Ultra Instinct, ce n'est pas juste une transformation, c'est une révolution conceptuelle. Goku ne combat plus, ou du moins plus de manière consciente et cohérente. Là, on rentre dans un état qui pourrait être qualifié de zone pour ceux qui ont vu Kuroko Basket. Son corps combat à sa place. Chaque muscle,
Chaque fibre réagit instinctivement sans que son cerveau conscient n'intervienne. C'est l'aboutissement ultime de l'art martial. L'union parfaite entre l'esprit et le corps. Et ce qui rend l'ultra instinct terrifiant, c'est qu'il élimine le facteur humain de l'équation. Plus de doute, plus d'hésitation, plus d'émotions parasites. Juste l'efficacité pure poussée à son paroxysme absolu. Quand Goku active ce mode, cette forme même, il devient littéralement une manifestation vivante de l'instinct de combat parfait. Il combat à une échelle quantique, analysant inconsciemment l'infinité de mouvements pour sortir le mouvement parfaitement millimétré avec la puissance calibrée justifiée pour son move. Car niveau rendement, on est plus proche du recyclage ultime. Aucune perte d'énergie superflue. Il en résulte uniquement de l'art pur dans sa forme la plus brute et raffinée. Et pour vous donner un comparatif, c'est clairement l'extrême opposé de Broly qui lui est une vraie centrale nucléaire qui lâche tout sans se soucier de l'optimisation. Dans Battle of God par exemple, de simples échanges de coups contre Goku Super Saiyan God et Beerus menaçaient de détruire l'univers 7 dans son intégralité. Nous ne parlons pas d'une planète, d'un système solaire, mais d'un univers complet contenant des milliards de galaxies. Un niveau largement supérieur à Broly qui lui détruisait des galaxies. Et oui, je parle de Broly, l'ancienne version, et non pas du remake, désolé pour les canons only. Et depuis, Goku a multiplié sa puissance par des facteurs astronomiques. Et l'Ultra Instinct le place à un niveau tout autre qui peut rivaliser avec des êtres comme Jiren dont la puissance transcende même l'espace et le temps lui-même. Littéralement, Jiren a brisé l'attaque temporelle de Hit par la seule force brute, démontrant que certains niveaux de puissance peuvent surplanter les lois physiques fondamentales. Mais à mon sens, son atout majeur reste encore la téléportation. Ce sort est beaucoup trop cheaté et jamais personne n'en parle, mais rendez-vous compte qu'il peut se téléporter instantanément d'une galaxie à l'autre. Et plus impressionnant encore, en Ultra Instinct, il peut réagir et contre-attaquer en même temps. Et ça, c'est fort. On dit souvent que la meilleure défense, c'est l'attaque. Ou la contre-attaque. Tac, tac, tac. Bon. C'est littéralement lui dans toute sa personnification sous cette forme. Bien sûr, tu me diras, Aramis, les anges aussi, ils ont ce niveau. Mais eux, ils sont hors catégorie pour cette vidéo en tout cas. Or, Satoru Gojo est le plus fort. Voilà, fin de la vidéo. C'est fini. Non, plus sérieusement. Satoru Gojo n'est pas un sorcier comme les autres. Il est l'héritier des techniques légendaires qui ne se manifestent qu'une fois tous les 400 ans. Le sixième œil et l'infini. Et je pourrais faire une vidéo complète sur ces deux spells tellement il y a des choses à dire avec. Cette combinaison fait de lui un être unique dans l'histoire de la sorcellerie. Une anomalie génétique qui a bouleversé l'équilibre du monde des maudits. Car jamais au cours de l'histoire, ces deux compétences ne s'étaient présentées en même temps sur un même utilisateur. Ok, décortiquons. Le sixième œil lui permet de voir et de manipuler l'énergie occulte avec une précision atomiquement chirurgicale. Il peut analyser instantanément les techniques de l'adversaire, calculer leurs faiblesses et optimiser l'utilisation de sa propre énergie à un point tellement précis qu'il n'a jamais besoin de s'épuiser. C'est littéralement comme avoir un ordinateur quantique branché directement dans son système nerveux. Ce qui fait que par cette capacité seule, le mec possède littéralement le mana illimité. Mais attendez, si ce n'était que ça passerait encore. Car comme on vient de le dire, il réfléchit à une échelle quantique, ce qui fait qu'il manipule le sort d'inversion avec une précision extrême. Le sort d'inversion, pour les derniers de la classe qui n'ont pas vu Jujutsu Kaisen depuis ces 5 dernières années, c'est littéralement un sort qui marche comme une machine à remonter le temps sur son propre corps. Ce qui fait que peu importe les dégâts et les dommages subis, que ce soit AP ou AD, il peut se guérir instantanément en rembobinant la pellicule des dégâts subis. Quant à l'infini, tiens, voilà autre chose. Ce n'est pas juste de la manipulation spatiale, c'est de la manipulation métaphysique de l'espace. C'est un passif broken, digne des meilleurs équilibrages de Riot Games, quoi. Et tu connais. Non mais rendez-vous compte, il peut créer des distances infinies entre lui et la réalité normale. Le flex à l'état pur, le rendant ainsi littéralement intouchable. Même quand il marche, il ne marche pas, c'est la planète qui Satoru Gojo. Et comme monsieur a le sixième œil, ça fait que l'infini qui est un sort normalement très manavore
c'est-à-dire pour les non-gamers, un sort qui consomme énormément d'énergie, lui ne l'affecte pas. Car encore une fois, comme on l'a déjà dit, avec le sixième œil, il a le mana infini. Et tant qu'on y est, plongeons plus profondément dans le power scaling, car il peut aussi accélérer et ralentir l'espace-temps localement, et même générer un vide d'attraction ou de répulsion gravitationnelle. Let's go, le frère c'est carrément pain, tu vois. Et donc là, vous réalisez que son infini n'est pas juste métaphorique, c'est une barrière passive mathématiquement infinie qui divise l'espace entre lui et ses adversaires. Un espace infini, et croyez-moi, l'infini, c'est long. Peu importe la vitesse ou la puissance d'une attaque, elle doit traverser une distance infinie pour l'atteindre, ce qui est par définition impossible. Et parlons de son expulsion du territoire. Oups, mauvaise personnalité, trop d'excès de réseaux sociaux. Donc, son extension du territoire... Désolé pour la vanne. Donc, son extension du territoire. Le vide de la sphère infinie de Gojo Satoru est peut-être l'attaque la plus terrifiante de tout Jujutsu Kaisen. Il ne s'agit pas de blesser physiquement l'adversaire, mais de submerger son cerveau avec une quantité littéralement infinie d'informations. Imaginez recevoir simultanément tout le concept de l'existence, chaque sensation, chaque émotion, chaque concept multiplié à l'infini. Un cerveau humain normalement constitué serait incapable de traiter ces informations et serait submergé par cette surcharge d'informations. Ça le paralyserait complètement. C'est une attaque contre la conscience elle-même et c'est avec cette malédiction que Satoru Gojo vit en permanence. Car oui, ce qu'il te fait voir dans sa zone, c'est littéralement ce qu'il vit au quotidien, tout le temps. Et croyez-moi que s'il n'avait pas le sixième œil, donc le mana infini et donc par analogie le sort d'inversion illimité, son cerveau aurait été réduit en bouillie dès sa naissance. Ce qui explique parfaitement pourquoi Satoru Gojo est réellement une anomalie. Et n'hésite pas à le crier à qui veut bien l'entendre qu'il est le plus fort. Car théoriquement, c'est réellement le cas en fait. Et d'où le fait que je trouve que, et attention, spoiler pour ceux qui ne sont pas à jour, donc partez maintenant, sa défaite est totalement tirée par les cheveux et perso je qualifierais ça comme la plus grosse escroquerie faite par un auteur envers ses lecteurs tout univers confondu. Mais bon, ça c'est pour une autre vidéo si celle-ci fait on va dire 500 vues et 100 likes. Et pourquoi pas 10 commentaires. On essaie d'être un youtubeur méta les gens. Pause bleu. Bon bref, j'arrête mes conneries, on revient à la vidéo. Ok, bon, une compétence de Gojo mérite quand même mon attention particulière. En combinant l'attraction du bleu et la répulsion d'un rouge, Satoru Gojo crée quelque chose de physiquement et quantiquement impossible. Une incohérence universellement fondamentale, défiant toute logique et la réalité elle-même. Il la qualifie lui-même d'équation imaginaire comme en mathématiques. Une zone d'annihilation pure qui efface littéralement la matière de l'existence. Ce n'est pas de la destruction, ni de l'explosion même. C'est l'effacement de tout type de concept tels que la réalité, le temps ou encore la gravité, l'espace, etc. C'est l'équation imaginaire Purple, ou violet en français. Quand Purple traverse quelque chose, cette chose cesse simplement d'exister. Pas d'explosion, pas de rebut de reste, juste le néant. C'est l'une des rares attaques qui pourrait théoriquement ignorer la durabilité physique en s'attaquant directement à l'existence de la cible. Ok, bon, si tu as cliqué sur cette vidéo et que tu m'as supporté jusque-là, c'est que tu attendais ce moment et je vais pas te mentir, moi aussi. Donc, sans plus tarder, passons au duel hypothétique tant attendu. Et pour cette phase de gameplay, comme c'est la tradition pour les duels interdits, on va se la jouer en 3 rounds distincts. Ok, l'infini de Gojo peut-elle arrêter l'ultra instinct de Goku? Et ça va devenir intéressant d'un point de vue purement technique. Donc, l'infini de Gojo fonctionne en créant une distance mathématiquement infinie entre Gojo et ses adversaires. Mais Goku, en ultra instinct, a démontré des capacités qui transcendaient les limitations spatiales normales. Il peut se téléporter instantanément, se mouvoir dans le void, donc un espace sans espace ni le temps, et ses attaques peuvent briser des barrières dimensionnelles. Le crucial encore, Goku a survécu et combattu dans le vide créé par Zeno, un espace où les concepts mathématiques normaux n'existaient pas, et ce, au moment du tournoi du pouvoir.
même si en réalité c'était plus une zone viable coupée de l'existence, mais bon, ça c'est un autre détail. Si sa vitesse peut ignorer l'absence d'espace et de temps, peut-elle ignorer l'infini spatial de Gojo? Bon, d'après l'internet mondial, il y a déjà eu ce genre de précédent dans Dragon Ball, et le cas de Jiren est l'exemple le plus parlant. Quand Jiren brise l'attaque temporelle de Hit par sa seule puissance, sa force brute peut transcender le temps. Mais peut-elle transcender l'espace infini? C'est un débat fascinant entre physique théorique et logique fictionnelle. Mais or, dans Jujutsu Kaisen, et attention spoiler, quitte la vidéo maintenant si tu n'es pas à jour, Sukuna gagne parce que Makora s'adapte à l'infini. Grosse arnaque scénaristique, mais bon, soit. Ce qui fait que sans Makora, Sukuna n'aurait pas pu théoriquement détruire Gojo comme il l'a fait. Mais là encore il y a un hic, car si Gojo a l'infini, comment ça se fait qu'il se fasse taillader par Sukuna Aramis, me demanderas-tu? Eh bah écoute, Sukuna a réussi à toucher Gojo, non pas parce que Gojo avait désactivé son infini, ça c'est une grosse intox que je vois beaucoup tourner sur les réseaux, mais parce que Makora s'est adapté. Et l'astuce était subtile, car au lieu de viser Gojo, Sukuna a ciblé l'espace où il se trouve, car l'infini ne peut rien contre une attaque qui découpe directement la réalité autour de toi. Donc si on transpose ça à notre combat, la vraie question devient, est-ce que la puissance et les capacités de Goku seraient capables de faire l'équivalent de ce que Makora a pu faire pour Sukuna? C'est-à-dire cibler l'espace où se trouve Gojo. Est-ce que son ultra instinct lui permettrait comme Sukuna d'ignorer l'infini? Ou est-ce qu'au contraire, Gojo resterait intouchable tant qu'il n'y a pas une mécanique cosmique précise comme celle qu'il y a dans Jujutsu Kaisen? Et franchement, pour cette première phase de gameplay, c'est vraiment compliqué à déterminer. Car comme dit, si les coups de Goku visent l'espace à travers l'infini, il gagne. Ce serait comme une sorte de haki sous la forme dite du Ryo qui permet d'outrepasser l'armement comme ce qu'a fait Luffy contre Kaido. Sinon, Gojo tient la longueur et continue à jouer sur l'endurance. Et pour moi, cette phase de gameplay reste clairement nulle. Maintenant, avec l'expansion du territoire de Gojo, là on a un vrai défi. Parce qu'en réalité, effectivement, l'expansion du territoire de Gojo représente un défi unique pour Goku. Le vide d'infini attaquant directement le cerveau en le surchargeant d'informations infinies, on ne sait pas si l'Ultra Instinct peut contrer ça. Je m'explique. L'Ultra Instinct est censé être un mode où le cerveau est éteint et on retire donc tout simplement le cerveau de l'équation du combat. En Ultra Instinct, Goku ne pense pas ses mouvements, son corps réagit instinctivement. Si son cerveau est surchargé par le vide infini, son corps pourrait encore continuer à combattre de manière autonome. C'est une question. C'est une possibilité terrifiante qui pourrait donner à Goku un avantage unique contre cette technique réputée incontournable. Car même Sukuna redoutait de se bouffer l'infini, ce qui montre à quel point cette technique est dangereuse. Soyons clairs, de deux choses l'une. Soit en ultra instinct Goku est comme Gojo et a conscience de l'existence elle-même, soit il est en mode brain off, c'est-à-dire en mode automatique sans que son cerveau ne soit impliqué. Et que même avec le cerveau détruit, son corps joue la game pour lui. Cependant, même en ultra instinct, Goku reste conscient. Donc la surcharge d'informations pourrait créer une interférence qui empêcherait l'instinct de fonctionner correctement. C'est un point d'interrogation majeur dans ce combat. On se dirige sur une phase nulle qui tend fortement pour Gojo Satoru. Et enfin, une phase avec le Purple Holo, donc l'équation imaginaire violette. Cette technique pose un défi existentiel à Goku. Cette technique ne cherche pas à blesser, elle efface littéralement sa cible de l'existence. La question devient, la durabilité de Goku peut-elle résister à l'effacement conceptuel? Le Purple est aussi efficace que l'effacement de la réalité de Zeno, à la différence que le Purple est dépendant de la force de frappe de l'utilisateur. Car si ça marchait à tous les coups, Sukuna aurait perdu au premier Purple, car il aurait été tout simplement retiré de la réalité. Or, on voit très bien qu'il tank le spell, même s'il subit de gros dégâts derrière. Ça démontre une chose, que le Purple de Gojo, bien qu'efficace, n'est optimal à 100% que sur des adversaires avec une résistance moindre, au moins à celle de Sukuna. Donc, dans cette optique, Goku a survécu à des attaques de destruction universelle, à l'énergie de la destruction comme le Hakai, et même à des techniques qui s'attaquent à l'âme. Mais le Purple Holo opère sur un niveau différent. Elle nie l'existence même de sa cible, mais uniquement si la puissance du sort est cosmique et si la cible est de résistance plus basse que la puissance du sort. Le Goku possède des résistances à des concepts abstraits. Il a résisté au Hakai de Freezer, une technique qui efface complètement l'existence. Et comme Purple fonctionne à peu près sur les mêmes principes similaires, Goku pourrait avoir développé une résistance naturelle. Et personnellement, je ne pense pas que niveau puissance de frappe,
Gojo conne plus que Goku ne tank. Donc sur ce niveau, Goku l'emporte, car même le Kamehameha certes ne touche pas Gojo, mais conne plus fort que le Purple. Et si Goku arrive à gérer une technique qui cible non pas Gojo mais l'infini, alors ça devient très critique pour Satoru Gojo. Au final, ce combat reste avant tout un clash de logique théorique, métaphysique et conceptuelle. D'un côté, Gojo et ses techniques qui reposent sur des mécaniques mathématiques et des concepts tels que l'infini, le vide infini ou le Purple Hollow, et de l'autre, Goku, qui incarne la transcendance brute par la puissance, capable de surpasser le temps, l'espace et même les lois cosmiques par sa seule montée en puissance. Donc si on raisonne en logique Jujutsu Kaisen, Gojo est intouchable sans une mécanique d'adaptation telle que Magora. Si on raisonne en logique Dragon Ball, Goku finit par transcender toutes les limites, y compris l'infini. Et ce qui rend ce duel si intéressant, c'est qu'il oppose deux philosophies narratives. La rigueur conceptuelle des malédictions contre la volonté brute de surpasser ses limites. Et si j'étais quelqu'un de raisonnable, je m'arrêterais là. Mais je sens que tu veux un gagnant. Ok, on rentre dans l'Omniverse, zéro règle. Donc là, on va jouer avec les jeux de l'Omniverse. On s'en fout du scénario, on s'en fout de ce qui se passe. Dans ce cas précis, Goku prend l'ascendant. Pourquoi ? Parce que ses pouvoirs reposent sur une mécanique d'escalade infinie. Il brise toutes les limites, tandis que Gojo repose sur des règles mathématiques et logiques précises. Sans ces règles pour le protéger, l'infini et le Purple de Gojo deviennent des techniques de puissance mais pas absolues. Mais justement, si on est dans l'Omniverse, si Gojo arrive à enfermer Goku dans sa zone d'extension de territoire, il peut gagner. Continuons la vidéo. Un aspect souvent négligé est l'endurance. Gojo, grâce à son 6e œil, peut maintenir ses techniques presque indéfiniment, sans épuisement. Son utilisation d'énergie maudite est si optimisée qu'il frôle une consommation nulle. Quant à Goku, bien qu'ayant des réserves d'énergie colossales, consomme énormément avec l'Ultra Instinct. Cette forme met son corps sous un stress physique et énergétiquement extrême. Dans un combat prolongé, cet avantage d'endurance pourrait être décisif pour Gojo. Mais Goku a l'expérience des combats marathons. Et il a affronté Freezer pendant des heures, combattu dans le tournoi du pouvoir sans pause. Et ses réserves d'énergie semblent se reconstruire pendant les combats grâce à son entraînement au Ki divin. Goku et Gojo ont des approches psychologiques radicalement différentes des combats. Goku cherche toujours le défi, il laisse ses adversaires montrer leur pleine puissance parce que ça le fait progresser. Cette mentalité pourrait lui être fatale contre Gojo Satoru. Gojo, lui, est pragmatique. Il évalue froidement ses adversaires et utilise la stratégie la plus efficace pour les éliminer. Il me fait un peu penser dans son approche du combat à Killua, dont on a parlé dans le duel interdit Gon vs Killua que tu retrouveras en haut à droite de ton écran. Il n'hésitera pas à exploiter les faiblesses psychologiques de Goku, son besoin de combat équitable et sa tendance à sous-estimer ses adversaires au début. Ce qui rend ce combat fascinant va au-delà des techniques et des statistiques. Goku et Gojo représentent deux approches fondamentalement différentes du pouvoir ultime. Si tu as vu ma vidéo sur le problème des personnages invincibles qui s'affichera aussi en haut à droite de ton écran, tu sais de quoi je parle. Goku incarne l'accumulation infinie. Sa force vient de sa capacité à toujours se dépasser, à découvrir de nouveaux sommets, à transcender ses propres limites. Il n'a pas de plafond à sa croissance, c'est une progression exponentielle vers l'absolu. Gojo, lui, représente la maîtrise absolue. Sa puissance vient de son contrôle parfait des forces fondamentales de l'univers. Il n'a pas besoin de devenir plus fort. Il est le plus fort. MDR. Bon, ok, j'arrête avec ça, mais t'as compris l'idée. Donc, plus sérieusement, il maîtrise déjà l'infini. C'est une puissance qualitative plutôt que quantitative. On dit que l'ultra-instinct supprime la pensée consciente au profit de l'instinct pur. C'est l'abandon de l'ego et du mental pour atteindre l'efficacité absolue. En quelque sorte, Goku devient moins un homme pour devenir plus puissant. Les techniques de Gojo, elles, nécessite une compréhension mathématique et conceptuelle extraordinaire. Il doit comprendre l'infini pour le manipuler. Sa puissance vient de son intellect supérieur et de sa capacité à conceptualiser l'impossible. En gros, c'est le clash ultime entre l'animal parfait et l'humain transcendé. L'instinct primitif poussé à son paroxysme contre l'intelligence élevée à un niveau divin. Et dans Dragon Ball, le Ki est l'énergie vitale qui unit tous les êtres. Goku a appris à puiser dans cette force universelle, créant une connexion spirituelle avec l'univers et lui-même. L'ultra-instinct est l'expression ultime de cette harmonie cosmique.
Or, l'énergie maudite de Jujutsu Kaisen naît des émotions négatives humaines. Gojo maîtrise cette force sombre pour protéger l'humanité de ses propres démons. Il transforme la négativité en puissance protectrice. Ok, donc après avoir pesé tous les facteurs, voici mon verdict final. Goku l'emporte dans 7 combats sur 10. Pourquoi? Principalement à cause de l'Ultra Instinct. Cette forme donne à Goku des avantages qui contrent significativement les forces de Gojo. Contre l'infini, la vitesse transcendante de Goku et sa capacité à ignorer les limitations spatiales lui donnent des chances de percer cette défense. Contre l'extension du territoire de Gojo, le vide infini, l'aspect instinctif de l'Ultra Instinct pourrait potentiellement permettre à son corps de continuer à combattre même si son esprit est surchargé. Et contre le Purple, sa résistance démontrée aux techniques d'effacement existentiel lui donne une chance de survie. Et les 3 combats gagnants de Gojo, Gojo peut l'emporter dans des scénarios spécifiques. S'il surprend Goku avant qu'il n'attrive son Ultra Instinct avec un domaine d'expansion immédiat, il peut gagner. Si le combat se prolonge, c'est l'épuisement total pour Goku car l'Ultra Instinct consomme trop, donc il pourra encore gagner. Et avec une attaque Purple bien placée alors que Goku est déjà ultra fatigué, Gojo peut gagner. Mais là encore, il faudrait qu'il soit vraiment KO. Mais honnêtement, le véritable gagnant de ce combat, c'est nous, les spectateurs. Imaginez la chorégraphie des combats. Goku dansant entre les attaques spatiales de Gojo, l'infini se déformant, l'univers entier bouleversé. Ce serait vraiment un spectacle visuel pour nous autres, fans de fiction. En somme, ce duel entre Goku et Gojo nous confronte à des questions profondes sur la nature du pouvoir ultime. Est-ce que la croissance infinie peut surpasser la maîtrise absolue? L'instinct peut-il triompher de l'intellect? La spécialité peut-elle vaincre la complexité? Au final, peu importe qui gagnerait vraiment. Ce qui compte, c'est ce que ces personnages représentent pour nous. Goku nous inspire à ne jamais arrêter de grandir, à toujours chercher de nouveaux défis, à rester humble face à l'immensité de l'adversité. Et Gojo, tout comme l'oncle Ben avec Spider-Man, nous rappelle l'importance de la responsabilité qui vient avec le pouvoir. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, de l'intelligence appliquée avec la sagesse et de la protection de ceux qui nous sont chers. Ensemble, ils incarnent l'éternel combat entre le potentiel et l'accomplissement, entre le rêve et la réalité, entre ce que nous pouvons devenir et ce que nous sommes. Et vous, êtes-vous Team Goku ou Team Satoru Gojo? Dites-le moi dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et si cette plongée dans l'univers de l'impossible t'a parlé, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos. Ici, c'est Rotascream. J'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Si tu veux découvrir ou revivre les histoires complètes de tes fictions préférées, fonce sur Aramis Scream, ma chaîne principale où je te raconte les plus grandes épopées comme l'histoire complète d'Invincible, Solo Leveling ou encore Secret Wars. Si t'aimes quand on mêle business, science, culture générale ou encore économie, tu vas kiffer Curious Scream. J'y parle de sujets comme pourquoi la baisse de la natalité mondiale ou encore l'impact culturel de la K-pop mondiale ou même la chute de McDo ou comment l'école t'a servi. Et si tu veux juste chiller, viens faire un tour sur ma chaîne de gaming, Gaming Scream, où il y aura du League of Legends ou de l'Albion Online et quelques petites pépites bien placées. Pense aussi à me suivre sur TikTok, Instagram et bientôt Twitch. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo ou sur la page d'accueil de ma chaîne. Dis-moi ce que t'as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Je les lis tous et j'y réponds à tous car je suis ouvert au débat. Et si t'as kiffé, like, abonne-toi et surtout partage. C'est toujours bon pour le référencement. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo.